leur proclamation hier et aujourd'hui par la CEI, le président de cette institution, Youssouf Bakayoko, a annoncé ce mardi les résultats. Nous l'entendrons dans ce journal. L'école occupe aujourd'hui une place cruciale dans le milieu de la cacaoculture. Elle se présente même comme une arme des coopératives dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Dans les zones de production de Soubré et Méagui, ce fait est en passe d'être une réalité grâce à l'effort conjugué des acteurs de la filière café-cacao. À l'étranger, la police fédérale allemande a annoncé que le suspect arrêté hier, un Pakistanais de 23 ans, ne serait pas en réalité le terroriste qui a lancé un poids lourd contre une foule réunie pour un marché de Noël à Berlin. Bonsoir et bienvenue. Le président de la Commission électorale indépendante a procédé aujourd'hui à l'annonce des résultats provisoires des élections législatives 2016 en Côte d'Ivoire. On note un taux de participation de 34,10%. Je vous propose d'écouter le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, le dimanche 18 décembre 2016, nous nous sommes rendus aux urnes pour choisir nos députés à l'Assemblée nationale. Comme chacun a pu le constater, ce scrutin s'est tenu dans un environnement globalement apaisé. Je voudrais saluer l'ensemble de nos compatriotes et les électeurs en particulier pour le remarquable esprit de civisme et de discipline dont ils ont fait preuve tout au long de cette journée électorale. À l'issue du dépouillement des votes dans les différents bureaux de vote et la compilation des résultats au sein de nos commissions électorales locales, nous avons débuté depuis hier lundi, soit dès le lendemain du vote, à la proclamation des résultats provisoires, circonscription électorale par circonscription électorale. Au terme de ces annonces, nous sommes en mesure de proclamer ce jour les résultats et les statistiques globaux du scrutin qui se présente comme suit. Nombre d'inscrits, 6 268 113. Nombre de votants, 2 173 364. Suffrages exprimés, 2 027 088. Taux de participation, 34,10%. Ont obtenu RHDP, 167, soit 65,75% des sièges. UDPCI, 6, soit 2,36% des sièges. UPCI, 3, soit 1,18% des sièges. FPI, 3, soit 1,18% des sièges. Indépendants, 75, soit 29,53% des sièges. Nous avons donc 254 élus, dont 225 hommes et 29 femmes. Dans la circonscription électorale numéro 034, Bédi, Goazon, Kaadé, Nizao, commune et sous-préfecture de Guiglo, nous avons enregistré une égalité parfaite des suffrages exprimés pour les deux candidats arrivés en tête, M. Guéhi, indépendant, et M. Sarr, RHDP. Pour cette circonscription électorale, et conformément aux dispositions du Code électoral, le scrutin sera repris pour départager les deux candidats afin de pourvoir le 255e siège de notre nouvelle Assemblée
nationale. Je voudrais adresser mes vives félicitations à tous nos honorables députés déjà désignés pour leur élection qui témoignent de la grande confiance qui vient de leur être manifestée par la nation. Toutes mes félicitations également aux candidats malheureux pour leur participation à cette compétition et surtout pour leur fair-play électoral et leur sens élevé du respect des règles de la démocratie. Chers frères et sœurs, avec la tenue de ce scrutin, notre pays vient de se doter du premier Parlement de la Troisième République. La Commission électorale indépendante se réjouit de cette avancée significative dans la consolidation de cette Troisième République qui augure de lendemains stables et heureux pour notre pays. La Commission électorale renouvelle ses remerciements à l'ensemble de nos compatriotes pour leur sens de responsabilité, aux observateurs nationaux et internationaux pour leur présence à ses côtés, les forces de sécurité et la presse pour leur totale collaboration. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Pour rappel, comment sont répartis les différents sièges de l'Assemblée nationale? À quoi ressemble la première législature de la Troisième République de Côte d'Ivoire? Selon le verdict des urnes, la première législature de la Troisième République se compose comme suit. RHDP 167 sièges, indépendants 75, UDPCI 6, UP6 3, FPI 3, les indépendants ainsi que les indépendants 75 sièges. En tout, 254 députés ont été élus, parmi lesquels 29 femmes. Les élections vont reprendre à Guiglo sous-préfecture, où 2 candidats RHDP et indépendants ont réalisé le même score. Je rappelle que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Les observateurs déployés sur le terrain dans le cadre des législatives font leur bilan. C'est le cas du comité interparlementaire de l'UEMOA. Il ressort de son rapport que le scrutin s'est globalement bien déroulé. Grâce Kando. 14 députés de différents pays du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA, étaient en mission d'observation en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections législatives. Ces émissaires du CIP-UEMOA ont été déployés dans plusieurs villes du pays, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Gagnoa et Daloa. Face à la presse ce mardi, le CIP-UEMOA a fait le point de sa mission. Nous avons constaté une bonne préparation et une bonne organisation du scrutin. Les tablettes de contrôle biométrique ont été fonctionnelles dans une large proportion, à part quelques cas isolés. Dans les bureaux de vote couverts, aucun représentant de candidat n'a contesté les résultats. L'ambiance a été globalement calme un peu partout. Le CIP-UEMOA a aussi relevé le faible taux de participation des localités visitées. Un rapport détaillé avec des recommandations sera transmis au gouvernement ivoirien. Les observateurs de la CEDEAO se sont eux aussi prononcés sur la tenue des législatives. Je vous invite à suivre leur déclaration. La mission de la coordination du collectif des ONG africaines Espace CEDEAO consiste à accompagner le peuple ivoirien dans le cadre de sa mission d'observation en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral, à noter ce qui suit. Sur le plan technique et logistique, en général, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par la CEI pour le bon déroulement du scrutin dans tous les bureaux de vote visités. Sur le plan technique, la sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire a été assurée de manière satisfaisante par les autorités à la matière. La clôture des bureaux de vote s'est effectuée régulièrement en fonction des heures d'ouverture des bureaux de vote et les dépouillements se sont déroulés de façon publique et transparente, bien souvent en présence des journalistes et des observateurs accrédités. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé. Aucun incident majeur n'a été déploré sur l'ensemble des bureaux de vote visités par nos observateurs. Ainsi prend fin la page consacrée aux législatives 2016.
En économie, le Trésor public réclame plus de transparence dans les paiements directs. La structure a échangé avec les acteurs de la gestion des projets cofinancés sur la question. Mahama Traoré, Jean-Jacques Kwame. Le paiement direct. Entendez le fait pour un bailleur de fonds de payer directement une entreprise prestataire dans le cadre d'un projet cofinancé avec l'État ivoirien. Si la démarche répond à une question d'efficacité et de célérité pour les partenaires au développement, elle n'est toutefois pas conforme au mode opératoire du Trésor public ivoirien. Il y a des bailleurs de fonds qui, malheureusement, payent directement au profit de l'opérateur économique. Cela n'est pas retracé dans la comptabilité de l'État ou c'est retracé tardivement. Alors que nous évoluons vers des normes internationales, il convient, n'est-ce pas, de revoir cette pratique afin de faire retracer toutes les opérations à travers notre balance générale de l'État. Pas de perte de devises pour l'État ivoirien, rassure le Trésor public. Cependant, il y a lieu d'uniformiser les procédures d'exécution des dépenses des projets cofinancés. Une nécessité qui a motivé une journée de réflexion sur la problématique des paiements directs. Journée qui a vu la participation de plusieurs responsables de projets cofinancés. Dans le dossier de ce mardi, on s'intéresse à l'éducation. Dans le milieu de la cacaoculture, l'école occupe aujourd'hui une place très importante et apparaît même comme une réponse des coopératives et leurs adhérents à l'engagement dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. C'est le cas de la zone de production de Soubré et celle de Méagui. Grâce à l'effort conjugué de tous les acteurs de la filière café-cacao, l'école poursuit sa marche vers un établissement durable, nous dit Eugène Atoubi. C'est bientôt la reprise des cours de l'après-midi. Les enfants dans ce village, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'empressent de regagner leurs classes respectives. Des garçons et des filles heureux comme jamais d'être à l'école autant que leurs parents. Ces derniers, pour avoir réussi le pari de retirer leurs enfants des plantations de cacao pour leur donner l'instruction. Dans le préscolaire, nous avons plus d'une trentaine d'enfants et dans le primaire, nous avons à Donkonankro une cinquantaine d'enfants. Nous sommes dans de bonnes conditions pour pouvoir retirer les enfants des champs. On a favorisé l'association de femmes qui fabriquent l'igname, le manioc, les vivriers pour pouvoir aider les hommes à mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, dans les zones de production cacaoyère, la lutte contre le travail des enfants donne des résultats excellents grâce au travail sur le terrain des sociétés et entreprises coopératives. Au cœur de leur stratégie, l'action des femmes. Illustration ici dans le village de Sokora, à une quinzaine de kilomètres de Méagui. Ces femmes jouent un rôle primordial dans la motivation des enfants qui fréquentent l'école du village. Ce sont elles qui alimentent en vivres et soutiennent la cantine de l'école. On fait des cultures, on fait le manioc, le riz, le maïs, piment, aubergine. Et c'est ces travaux qu'on envoie à l'école, à la cantine, aux enfants, à notre enfant. Et c'est ça, ils mangent à midi. Les enfants sont contents à l'école. S'ils viennent, ils sont très contents à l'école. Cette année même, nous avons fait 100% à l'examen. Nous disons aux autres parents qui sont encore réticents de laisser les enfants aller à l'école, que ce n'est pas forcément dans les champs de cacao que l'enfant se retrouve. L'enfant peut aller à l'école et puis devenir quelqu'un demain. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré, le taux de scolarisation dans le primaire va crescendo depuis le lancement de la campagne contre le travail des enfants dans la cacaoculture. De 2013 à 2014, un taux de 82,44%. 2014-2015, 84,15% et 2015-2016, 88,05%. Ces chiffres sont un point d'honneur pour les coopératives, mais surtout l'expression d'un effort collectif où les femmes ne sont pas en reste. Nous, on ne connaît rien. C'est pourquoi on a mis notre enfant à l'école. Il n'y a pas un enfant qui est badonné qu'il ne va pas à l'école. On a respecté ce que nos patrons nous ont dit. Franchement, les enfants ne travaillent plus dans les champs. Ils vont à l'école et tout se passe bien dans les champs. Moi-même, je travaille avec mon grand frère. C'est lui qui entretient mon champ. La coopérative a octroyé des kits scolaires. En plus de ces kits scolaires,
a permis à ce que ceux qui n'avaient pas d'extrait puissent établir ces extraits à la charge de la coopérative. Si l'enjeu de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture reste sa durabilité, c'est une véritable promotion de l'école dans les zones de production de cacao qui filtre de l'engagement des coopératives à soutenir cette lutte. Que les enfants n'aillent plus au champ. Nous sensibilisons des parents du Conseil Café Cacao. Nous donnons des kits scolaires pour remettre aux parents de ne plus faire partir les enfants en brousse, de ne plus faire des travaux forcés. Le Conseil Café Cacao appuie les coopératives, surtout dans les logements de maires des centres de santé, et puis les constructions d'écoles. Aujourd'hui, 98% des enfants vont à l'école. Les responsables de ces structures ont dû multiplier les rencontres d'information et de sensibilisation, en inscrivant même l'école au rang de priorité dans les différents projets d'investissement. Dans notre projet, nous avons prévu construire 3 écoles avec une cantine dans nos différentes sections. Quand on voit que le producteur, sur le plan financier, il ne répond pas, on essaie quand même de lui trouver un petit moyen pour lui permettre de scolariser son enfant et pendant sa récolte principale, il essaie de nous rembourser ça à la caisse. Dans chaque section, soit on réhabilite les salles de classe en état de dégradation, ou bien là où il n'y en a pas, nous faisons des constructions. Cette année, nous sommes autour de 30 millions que nous avons engagés. Les coopératives de la filière café-cacao ne lésinent plus sur les moyens pour ce qui est des actions en faveur du retrait des enfants des plantations de cacao pour les envoyer à l'école. De ce point de vue, l'enjeu de cet engagement n'est plus seulement la durabilité de la cacaoculture. Il s'agit aussi et surtout de l'illustration du combat des producteurs et des acteurs de cette filière pour l'établissement durable de l'école dans les zones de production cacaoyère. Après Soubré et Méagui, rendons-nous à Dembokro dans le centre pour parler développement. Le manioc est un produit cultivé et très prisé dans cette partie du pays. Le conseil régional de Dembokro veut faire de sa région la boucle du manioc. Thomas Gessambi. La région du Hunzi, autrefois appelée la boucle du cacao, a perdu son lustre d'antan. Le conseil régional du Hunzi, présidé par Nguessan Kofi Bernard, a consacré une part importante du budget triennal 2015-2017 pour apporter des solutions durables aux problèmes des populations de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Les défis relevés dans ces 3 départements de la région du Hunzi concernent principalement les infrastructures éducatives et sanitaires, la construction et la réhabilitation de pompes hydrauliques, la fourniture d'électricité et le reprofilage des routes. Pendant la campagne, nous avons fait des promesses. Construire des écoles, construire des collèges de proximité et puis construire des centres de santé, rendre la circulation fluide, car toutes les routes étaient dégradées, surtout que quand il pleut ici, c'est avec abondance. Les études des besoins et potentialités socio-économiques entamées, puis les consultations directes des différentes couches sociales initiées ont abouti à un programme triennal 2016-2018 qui planchera sur les besoins primaires des administrés en vue de faire reculer l'indice de pauvreté dans la région. Les femmes et les jeunes sont pris en compte dans des projets de développement du vivrier. Et plusieurs actions sont menées avec des organisations et des groupements agricoles pour faire de la région du Hunzi, anciennement boucle du cacao, la nouvelle boucle du manioc. En santé, le service ophtalmologique de l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo renforce son équipement. Cet établissement a reçu du matériel d'une valeur de 40 millions de francs CFA. C'est un don de l'église mormon de Côte d'Ivoire. Nous restons avec Thomas Gessambi. Un verre à 3 miroirs pour des examens du profond de l'œil et le suivi des patients hypertendus. Un âme frais pour explorer le champ visuel. Un microscope opératoire pour la microchirurgie des yeux atteints de cataracte. C'est ensemble le lot de matériel ophtalmologique dont bénéficie l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny de la commune d'Abobo. D'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA, ce lot d'équipement pour le plateau technique du service ophtalmologique est une contribution de l'église mormon de Jésus-Christ des saints des derniers jours. L'équipement viendra donner un souffle nouveau au service qui en bénéficie, car il faut avoir vu la souffrance des patients en quête de soins ophtalmologiques dans le centre pour comprendre la
la valeur du don, dira à l'occasion Herman Kwame, directeur de l'hôpital. Dr Blaise Koné, directeur général adjoint de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé, a su traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux donateurs. L'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo faisait en moyenne 500 consultations le mois sans pouvoir faire d'intervention chirurgicale et des examens de vision profonde. Focus à présent sur les femmes briquetières, en d'autres termes des fabricantes de briques. Ce métier d'homme, elles l'exercent sans complexe. Mieux, elles ont décidé d'y entraîner leurs hommes. Que renferme cette activité? Comment s'en sortent ces femmes? Notre reporter Franck Wadio est allé à leur rencontre. Sur cette dalle, une ouvrière en bâtiment. Au milieu des hommes à manier la pelle dans le tas de sable. Sylvie, c'est son prénom. Elle a choisi le métier de briquetière, faire des briques pour ensuite bâtir sa propre maison. Son objectif. Je me sens à l'aise dans la briqueterie. On peut venir m'appeler, soit il y a une construction quelque part. Je peux me déplacer, aller faire sortir les briques et puis on peut me payer. Des motivations qui ont brisé les barrières du travail physique. En effet, fabriquer des briques, remuer le ciment, la tâche n'est pas aisée. Mais l'acharnement de la jeune dame a fait des émules en bonne place son conjoint. Il a abandonné son métier d'informaticien pour lui aussi fabriquer des briques. Ça fait 4 jours que je suis sur le terrain, je travaille avec elle et tout à l'heure on a coulé les bétons. Gagner son pain par les métiers du bâtiment. Le couple a eu pour modèle une autre dame, l'épouse du responsable du chantier. C'était difficile pour moi d'accepter parce que moi je suis couturière de formation, mais avec ce qu'on fait ici et puis je vois mon mari qui travaille. En tout cas, ça m'a encouragé d'être avec lui. Des ouvriers, du matériel et un chantier pas du tout ordinaire. C'est un chantier école créé par cet ingénieur en bâtiment à la retraite. Il a décidé de promouvoir le genre. Moi, j'estime, par conviction religieuse, que la femme est l'égale de l'homme et même quelquefois supérieure à l'homme en d'autres endroits. La promotion du genre, mais surtout aider les citoyens à avoir la possibilité de bâtir par leurs propres mains leur maison. Il a donc lancé ce matériau particulier censé remplacer le bois, source de dépenses supplémentaires. Il ne va pas acheter le bois qui est très cher maintenant. Il ne va pas acheter les pointes. La technique consiste à fabriquer des briques qui remplacent le coffrage bois. Action citoyenne ou promotion du genre, les femmes décidément résolues à s'impliquer dans la dynamique de l'émergence. Un mot de littérature, Grande question d'Afrique, c'est le titre de l'œuvre de Zoumana Coulibaly. Cet auteur interpelle dans son livre Les consciences africaines. La cérémonie de dédicace de cette œuvre a eu lieu récemment. Malika Coulibaly. Grande question d'Afrique, tome 2. Une compilation d'enquêtes et de reportages réalisés par Coulibaly Zoumana. Une œuvre à travers laquelle le journaliste écrivain passe en revue les mots qui minent la société contemporaine. D'abord, par exemple, la question de l'orpaillage clandestin. Et il y a beaucoup de jeunes qui trouvent la mort à la recherche de l'or. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai fait des enquêtes, des reportages. Donc c'est ma façon à moi de conscientiser la population sur ces mots. Donc j'invite les populations à lire pour partager un peu mon expérience de journaliste. L'orpaillage clandestin, la mortalité maternelle et infantile. Autant de sujets développés dans ce tome de Grandes questions d'Afrique qui ont séduit l'auditoire. Il essaie de conscientiser plus ou moins vraiment la population ivoirienne, la population africaine. Je pense que c'est un bon roman, c'est un bon livre. C'est un fils de chez nous et nous sommes fiers du travail qu'il a accompli. Il est constant dans son travail. Il est persévérant dans son travail et nous ne pouvons pas ne pas venir le soutenir pour démontrer que nous sommes fiers de lui. Notons que l'auteur n'est pas à sa première publication. Il avait déjà sorti Entre deux feux en 2013. Hors de nos frontières, en RDC, le nouveau gouvernement de Sami Badibanga a été annoncé lundi soir à la télévision publique, quelques minutes à peine avant la fin du mandat du président Joseph Kabila et alors que les discussions menées par les évêques sont toujours en cours. Près de 70 membres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État, c'est presque le double de l'équipe précédente et quasiment un record en République démocratique du Congo.
Le militaire guinéen Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a été arrêté à Dakar, au Sénégal. C'est la section de recherche de la gendarmerie de la capitale qui a mené cette opération. Le commandant était en fuite depuis décembre 2009. Aide de camp de Dadis Camara, il avait tiré et blessé grièvement le président autoproclamé. Toumba était aussi à l'époque le chef de la garde présidentielle, les Bérets Rouges, accusé d'être responsable des massacres perpétrés dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. Le militaire faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Coup de théâtre en Allemagne lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi à midi. La police fédérale allemande a annoncé que le suspect arrêté hier, un Pakistanais de 23 ans, ne serait pas en réalité le terroriste qui a lancé un poids lourd contre une foule réunie pour un marché de Noël à Berlin. Le chef de la police de Berlin a expliqué qu'il était incapable de confirmer si l'homme arrêté était bien le conducteur du camion. En France, la haute autorité a validé ce samedi 7 candidatures à la primaire à gauche. Les 22 et 29 janvier prochains, les socialistes Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon et Manuel Valls affronteront la radicale de gauche Sylvia Pinel et les écologistes Jean-Luc Benamias et François de Rugy. Quel est le mode d'emploi? Qui sont les candidats? Les réponses dans ce reportage. Les primaires citoyennes sont organisées les 22 et 29 janvier par le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et certains écologistes favorables au gouvernement. Ils sont réunis au sein de la belle Alliance populaire. Parmi les candidats, on compte notamment l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou l'ancien ministre Arnaud Montebourg. Les membres du PS doivent obtenir des parrainages d'élus ou de cadres du parti pour être candidats. Déchiré par ces querelles internes, le PS joue gros dans ses primaires, d'autant que celles de la droite, organisées fin novembre, ont été saluées unanimement comme un succès, avec plus de 4 millions de votants et près de 16 millions d'euros récoltés. Le PS avait lui-même initié avec succès le principe des primaires en 2011. 3 millions de personnes s'étaient déplacées au second tour. Pour voter en janvier, il faudra être inscrit sur les listes électorales ou être adhérent à l'un des partis organisateurs. Il faudra aussi signer la charte des valeurs de la gauche et des écologistes et verser au moins 1 euro par tour. Les organisateurs promettent au minimum 8000 bureaux de vote. La liste sera disponible sur Internet le 4 janvier. L'organisation du scrutin est placée sous l'égide de la Haute Autorité pour les primaires citoyennes. La crise électorale se poursuit en Haïti. Un mois après la tenue du premier tour de la présidentielle, le tribunal électoral a décidé dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 décembre 2016 qu'il fallait vérifier les procès-verbaux et autres documents sensibles. Un verdict qui plaide en faveur des 3 candidats qui contestent la victoire de Jovenel Moïse au premier tour. Et ce rappel, comment sont répartis les différents sièges de l'Assemblée nationale? À quoi ressemble la première législature de la 3e République de Côte d'Ivoire? Selon le verdict des urnes, la première législature de la 3e République se compose comme suit. RHDP 167 sièges, Indépendants 75, UDPCI 6, UPC 3, FPI 3 et les indépendants 75 sièges. En tout, 254 députés ont été élus, parmi lesquels 29 femmes. Les élections vont reprendre à Guiglo, sous-préfecture, où 2 candidats RHDP et indépendants ont réalisé le même score. Je rappelle que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.